Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, je vais vous parler de DevOps et notamment de comment ces pratiques ont permis d'améliorer nos déploiements en Liferay. Et également, je vais vous faire patienter jusqu'au déjeuner, accessoirement. Je m'appelle Antoine Delay, je travaille pour OBS, Orange Business Service. Et en particulier, j'appartiens au pôle Portail, dans lequel nous réalisons de nombreux projets Liferay pour nos clients. J'y interviens en tant que responsable technique et aussi régulièrement en tant qu'expert Liferay sur différentes missions de conseil. Donc le contenu de cette présentation par le menu. Donc déjà, je vais vous proposer une définition de DevOps. Donc ça sera une définition orientée à partir de mon métier, donc développeur, et de ma structure, plutôt une ESN. C'est évident qu'un hébergeur ou un client final aurait une définition un peu différente. Ensuite, je vais prendre 3 exemples Liferay concrets que nous avons développés chez OBS, dans lesquels on a mis en place des méthodes DevOps pour améliorer nos déploiements. Et enfin, je vais faire une synthèse de nos différents retours et préconisations qui, je l'espère, vous intéresseront si vous décidez de vous y mettre ou d'améliorer vos process. Donc tout d'abord, qu'est-ce que DevOps? Donc, DevOps, c'est un mot à la mode actuellement, mais d'où vient-il? À l'origine, c'est un prolongement de la méthodologie agile. La méthodologie agile, maintenant tout le monde la connaît. Elle se base notamment sur des itérations courtes et des livraisons fréquentes. Cependant, on a noté que le rythme des livraisons a du mal à suivre au niveau des déploiements. Il y a souvent des ralentissements qui se produisaient entre le moment où on livrait nos différentes versions et le moment où ils étaient déployés. Cela a été expliqué par la séparation qui existait entre les métiers du développement, les développeurs, et les métiers de l'administration système, les Ops. Suite à cette réflexion, différentes méthodes et outils ont été identifiés afin d'y remédier. Et on a regroupé ces méthodes sous le nom de DevOps. Mais par la suite, d'autres freins ont été identifiés sur la chaîne de développement et de déploiement, et ils ont également été inclus dans cette méthodologie. Donc qu'est-ce que DevOps? DevOps, c'est répondre à tout ce type de problème sur la chaîne de développement. Et on pourrait le résumer en une seule phrase assez simple, c'est se donner des moyens IT d'atteindre des objectifs business. Parce qu'il est évident que selon vos objectifs business finaux, vous aurez besoin de mettre plus ou moins de moyens pour les atteindre, en termes de fréquence de déploiement, de qualité de code déployé, ou de rapidité de feedback pour les prochains développements. Donc qu'est-ce que n'est pas DevOps? Ce n'est pas un métier en particulier, même si le terme fleurit de plus en plus sur les offres d'emploi et les CV. Ce n'est pas non plus une méthode unique à dérouler sur tous les projets, de la même façon, mais c'est plutôt un ensemble de pratiques et d'outils, un ensemble d'outils de plus en plus foisonnant, qu'il va falloir sélectionner pour son propre contexte projet. Plus concrètement, si on s'intéresse au cycle de vie d'une application classique, donc on retrouve les différentes phases qu'on a tous en tête, les spécifications, développement et intégration, le packaging et la livraison, le passage au déploiement et ensuite l'exploitation pendant tout le cycle de vie de l'application. DevOps, pour être cohérent, doit considérer toutes ces phases du projet et identifier tous les freins nuisant aux objectifs business finaux. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plutôt à la partie packaging et livraison et déploiement. Ce sont ces exemples-là que nous allons prendre dans nos projets Liferay pour parler de DevOps. Qu'offre DevOps pour améliorer cette phase? Tout d'abord, un certain nombre d'outils, plus ou moins nouveaux. Donc, on a des outils d'intégration continue et de livraison continue, par exemple Jenkins et GitLab CI, qui permettent notamment d'avoir des tests en amont plus qualifiés. Nous avons des outils d'automatisation et de configuration de machines, notamment Ansible et Puppet, qui sont assez connus, qui permettent beaucoup de choses, mais notamment de pouvoir déployer plus fréquemment ces applications. Et enfin, nous avons de la containerisation avec Docker depuis quelques années, et qui a le vent en poupe, qui nous permet d'avoir une infrastructure beaucoup plus souple et beaucoup plus simple à déployer. Donc toutes ces nouvelles pratiques, nous allons pouvoir les mettre en œuvre pour améliorer notre process de développement et de déploiement. Donc maintenant, passons à des applications concrètes de DevOps et de ces outils sur certains de nos projets Liferay. Je vais prendre un premier exemple de projet assez simple. Il s'agissait d'un nouveau projet Liferay avec une architecture assez classique.
qui intégrait entre autres une application métier, mais pour le reste c'était du CMS et des choses assez classiques avec Liferay. Elle a été développée et hébergée chez nous, chez OBS, et développée pour un client externe. Donc côté développeur, nous étions partis sur des outils et des livrables habituels, donc l'utilisation de Git pour versionner les sources, l'utilisation de Jenkins pour faire l'intégration continue et les déploiements, et la livraison de Liferay sous forme de RPM. Donc ça c'est quelque chose qu'on a spécifié chez nous depuis un certain temps. On gagne du temps en déployant Liferay sous forme de RPM, en automatisant une bonne partie de la création d'utilisateurs, de certaines arborescences de dossiers et d'une surcouche spécifique au projet. Cependant, l'exploitant chez OBS nous a recommandé de passer par Ansible pour tout ce qui était script de déploiement. C'est une pratique qu'ils ont chez eux depuis quelques années, et donc nous étions intéressés de tester aussi cette méthode de déploiement en interne. Donc en collaboration avec l'exploitant, nous avons défini comment se déploie un Liferay. Nous l'avons retranscrit sous la forme de script Ansible. Je vais faire un petit focus sur Ansible, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc Ansible, c'est un logiciel d'automatisation, d'installation et de configuration de machines. Il est assez léger, puisqu'il ne nécessite que d'installer des packages Python et SSH sur les machines cibles. Il se base sur un langage de configuration unique, qui est YAML, de plus en plus répandu. Donc c'est un langage très léger, basé sur l'indentation. Ansible permet de gérer un inventaire de machines et de les regrouper sous la forme de groupes et de variables de groupe, qui permet ensuite d'appliquer les mêmes traitements sur un ensemble de machines du même groupe. Et donc d'accélérer, de simplifier les scripts de déploiement. Il y a de nombreuses tâches qui sont déjà disponibles pour cet outil Ansible, mises à jour par les équipes Ansible propres ou la communauté, notamment tout ce qui est configuration de middleware, gestion de file system, ou commandes d'installation de packages comme apt par exemple. Tout ça a déjà été standardisé par d'autres personnes avant nous. Une des fonctionnalités intéressantes de Ansible également, c'est le mode check, qui permet de dérouler des scripts de déploiement pour pouvoir les tester, mais sans avoir d'opération définitive sur les machines. Donc, tout ce que fait Ansible en mode check, c'est passer les commandes, vérifier un certain nombre de prérequis soient disponibles sur la machine, et retourner un flag OK pour passer à la suite. Et au final, aucune opération n'a vraiment été réalisée sur la machine. Ça va être très intéressant pour nous pour pouvoir réaliser des tests. Donc si je retourne à mon projet, exemple, donc voilà une vue simplifiée de notre workflow de déploiement au final. Donc une fois avoir conçu nos scripts Ansible avec les équipes d'exploitants, nous avons voulu pérenniser cette approche collaborative du déploiement en mettant à contribution les développeurs au fur et à mesure des nouvelles versions à déployer. Donc on retrouve le cycle de développement classique. Donc les développeurs réalisent leurs différentes features, elles les versionnent sous Git. Quand une version est jugée stable et apte à être déployée, nous lançons des jobs avec Jenkins. Donc Jenkins qui est également en charge des tests d'intégration. Cette livraison donne lieu à des packages, donc notamment Liferay et les autres produits du projet, qu'on entrepose sur un Nexus, un dépôt quelconque. Mais ce n'est pas pour autant que les tâches de livraison pour les développeurs sont terminées. Ils passent ensuite sur un second Git, qu'on voit ici, dans lequel ils vont mettre à jour les fichiers de configuration par environnement, ainsi que les scripts Ansible de déploiement. Donc c'est vraiment les développeurs qui vont être en charge de décrire toutes les différences entre deux déploiements, deux versions différentes. Une fois qu'ils jugent qu'ils ont fait toutes les modifications nécessaires sur ces fichiers de configuration, ils soumettent une merge request à l'équipe système. Cette merge request déclenche elle-même une série de tests Ansible, donc en exploitant le mode check dont je viens de parler juste avant. Si ces tests sont concluants et si la merge request est acceptée par l'équipe système, la version de script de déploiement est disponible pour l'utilisation. Donc l'équipe système n'a plus qu'à utiliser son outil de déploiement qu'ils ont l'habitude d'utiliser. En l'occurrence, c'était GitLab CI, mais ça pourrait être d'autres outils. GitLab CI exécute les scripts Ansible, qui eux-mêmes vont aller chercher les différents packages de l'application et les déployer sur les différents serveurs. Donc, que ce soit Liferay, de la configuration de middleware, de la configuration d'Elasticsearch par exemple, ou de la mise à jour de BDD.
Donc en conclusion, on voit comment le simple ajout d'Ansible à la chaîne de développement et de déploiement a permis d'avoir une approche collaborative entre les équipes de dev et l'équipe système. Donc non seulement on a automatisé les déploiements, donc ils sont plus simples, ils sont plus rapides et ils sont plus stables, mais on a également un support qui permet d'échanger entre les équipes et qui sont renforcés par des tests qui donnent un niveau de confiance plus important pour les équipes système. Ils sont non seulement au courant des deltas entre les différentes versions du déploiement, mais ont également un feedback direct de si cette nouvelle méthode de déploiement est concluante ou non. Maintenant, je vais prendre un second exemple, un tout petit peu différent, mais qui donne un workflow assez similaire. Donc sur cet autre projet, il s'agit d'un projet avec un historique plus lourd, des sites préexistants et une architecture plus complexe. En l'occurrence, il s'agissait de 2 portails Liferay, un en Community Edition et en DXP, l'un plutôt destiné au grand public et l'autre aux agents du client. Chacun de ces portails était adossé à une application Java en web service et communiqué l'un et l'autre par une file JMS. Donc on a affaire à une infrastructure plus complexe, avec plus de choses à déployer. Et le point important à soulever, c'est qu'on était chez un hébergeur tiers, qui est sur des pratiques qui lui sont propres, avec un engagement aussi différent envers le client. Donc pour ces différentes raisons, on pourrait se dire que c'est peu favorable à une migration de tous les existants de déploiement vers des nouvelles méthodes plus DevOps. Mais pourtant, on s'est mis d'accord avec les différents acteurs sur le fait qu'il y avait beaucoup de leviers d'optimisation de cette méthode de déploiement. Parce qu'elle passait historiquement par une livraison des binaires, puis à la livraison d'un manuel d'installation à l'ancienne, et donc le déroulement de ces différentes étapes, plus ou moins manuellement par les exploitants. Donc beaucoup de ces points pouvaient être améliorés par DevOps. Donc après de nombreux échanges entre développeurs, hébergeurs et clients, nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvions proposer notre méthode de déploiement directement chez l'hébergeur. Nous avons appelé, ça a donné lieu à la création d'une plateforme de déploiement chez l'hébergeur que nous avons appelée PDA, plateforme de déploiement automatisée. Plus concrètement, donc voici le nouveau workflow. Donc on retrouve quelque chose d'assez similaire, si ce n'est l'apparition de cette PDA qui est totalement hébergée côté exploitant cette fois. Donc nous avons nous-mêmes sélectionné des machines chez lui et nous les avons réservées pour les déploiements. Donc c'est passé par l'installation d'un Git dédié au déploiement et aussi d'Ansible Tower, qui est l'orchestrateur officiel d'Ansible, donc qui en plus d'une interface graphique pour l'utilisation d'Ansible, offre un certain niveau de confort à une répartition des différents jobs par projet. Donc on retrouve le même workflow côté développement, les features, poussé dans Git, déployé avec Jenkins. Les mêmes tâches de configuration par environnement et les configurations de script de déploiement par le développeur, mais cette fois directement chez l'hébergeur. Et cette fois, au lieu de dérouler une suite de tests, nous déployons directement sur un environnement propre, réservé aux développeurs. Nous pouvons nous-mêmes déployer sur un environnement très similaire à la production et directement chez l'hébergeur. Une fois que nous avons validé nos tests, nous communiquons aux clients et aux équipes de l'exploitant que cette version est disponible. Et donc, il n'y a plus qu'à dérouler ces mêmes jobs et scripts de déploiement sur différents environnements d'intégration, pré-production et production. Donc, on voit que cette approche ne permet pas une collaboration aussi grande que dans le cas précédent, mais on a quand même pu optimiser et sécuriser les déploiements des deux côtés. Donc finalement, on gagne beaucoup de temps. Donc cette démarche a été appliquée pour l'instant sur une des briques du projet, la brique d'authentification, mais elle va être, dans les semaines à venir, déployée également sur tout ce qui est installation de portail et de web service. Donc changeons maintenant de méthode de déploiement pour parler plutôt de conteneurisation, qui est un autre vecteur du DevOps. Avant ça, je voulais faire un petit point sur Docker et Liferay et remonter quelques retours importants que nous avons en interne chez OBS sur l'utilisation de Liferay dans des images Docker. Notamment sur tout ce qui est environnement de développement Liferay. Donc on utilise un environnement de développement assez standardisé, vous devez tous connaître, un IDE, en l'occurrence nous partons sur une IntelliJ IDE. L'utilisation de Gradle, préconisée à Maven chez nous pour différentes raisons, dont une que je vais citer juste après.
et l'utilisation du workspace, du plugin Liferay Workspace, qui permet de simplifier le développement des différents modules Liferay. Le point sur lequel je voulais insister ici, c'est que nous avons fait le choix de déployer directement sur nos environnements de développement dans des conteneurs. Donc dès le poste du développeur, nous avons un environnement complètement dockerisé, avec un Docker Compose, dans lequel nous allons pouvoir déployer nos différents livrables Liferay. Donc cela a beaucoup d'avantages, notamment l'isolation. Les containers sont isolés du reste de l'environnement du développeur, et donc pas de risque de choses qui se croisent entre différents projets qu'on serait amené à développer au même moment. L'environnement est portable, donc si on a un nouveau développeur avec une nouvelle machine, on va pouvoir très rapidement lui mettre en place un environnement ISO par rapport au reste de l'équipe. L'environnement peut également être versionné, puisque c'est à base de fichiers Dockerfile et de Docker Compose, donc des choses assez simples à versionner et à stocker sur un Git par exemple. Et on va pouvoir aussi faire évoluer notre environnement Docker en même temps que notre version de l'application. Donc faire suivre sur le même Git ou des Gits parallèles les versions de l'environnement et les versions de l'application. Un autre point important, c'est la formation des équipes. Donc pour tous les nouveaux arrivants qui ne sont pas forcément formés à Docker, c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet, d'être utilisateur dans un premier temps de Docker, puis de faire évoluer l'environnement au gré des besoins du projet qui pourra apparaître sur l'environnement à déployer. Et enfin, et le plus important sûrement, on a des environnements proches de la cible finale, directement sur le poste du développeur, et a fortiori aussi en intégration. La mise en place de Docker avec Liferay est d'autant plus facile aujourd'hui que les images de Liferay sont poussées par l'équipe. On a des images officielles de Liferay pour tout ce qui est version 7.0 et plus récente, et également en version 6.2, il me semble. On a également des versions de Docker pour Elasticsearch et pour de nombreux autres produits, dont certainement les bases de données que vous utilisez sur chacun de vos projets. Donc en résumé, que des points positifs, pas de frein évident à mettre Docker en place dès vos environnements de développement. Donc nous recommandons fortement, et il n'y a aucune raison de ne pas s'y mettre dès maintenant. Donc je passe maintenant à mon troisième exemple de projet, DevOps, dans lequel nous avons pu mettre en place Docker. Donc ce contexte est beaucoup plus simple. Il s'agit d'un nouveau site Liferay qui héberge des portlets AngularJS, ce qui fait un peu le lien avec la présentation précédente. Ce projet est à destination de l'intranet OBS, et donc il est développé en interne, hébergé en interne et à destination d'un client interne également. Donc pour ces trois raisons, c'est un projet assez propice à l'utilisation de Docker de bout en bout, et ça a servi de projet pilote pour ça chez nous. Et nous avons également pu mettre en œuvre Kubernetes, qui est la plateforme d'orchestration Docker conçue par Google. Et je vais d'ailleurs faire un petit focus sur Kubernetes pour mettre tout le monde à jour, si vous ne connaissez pas encore. Donc Kubernetes, c'est un des orchestrateurs de Docker, mais il est aujourd'hui, on va dire, l'orchestrateur majeur dans le secteur informatique. Il était conçu à l'origine par Google, mais il est maintenant déployé par la plupart des providers de cloud nativement. Donc il permet de gérer un cluster de containers. Donc ici, on a un exemple du tableau de bord Kubernetes, on va dire vanilla, sans surcouche, dans lequel on a pu définir différents services. Donc un service Liferay Portal, un service Liferay Elasticsearch, et différents services de base de données ou d'autres services dont vous pourriez avoir un sur vos projets. Ce service a une IP disponible sur le cluster, et derrière cette IP se cachent plusieurs nodes correspondant chacun à un container Docker. Donc pour définir votre infrastructure dans Docker, vous définissez vos différents services, de combien de containers Docker vous aurez besoin derrière ces services, ce qui est scalable également, donc vous pourrez définir un périmètre d'image Docker à déployer selon les besoins. Et Docker se charge de déployer et de monitorer ces différents containers. Donc il y a de nombreuses implémentations disponibles sur le marché, qui varient notamment selon le type d'hébergement, que ce soit dans le cloud public, le cloud en interne dans vos entreprises, ou directement sur des racks de serveurs. Et il est intégré également de différentes façons, intégré à différents outils. On a des solutions clés en main proposées par les différents acteurs du cloud, mais on a également des versions plus spécifiques à vos besoins avec d'autres modules déployés à côté de Kubernetes.
Donc, Kubernetes permet des déploiements à très grande échelle, mais le fait qu'il ne soit pas encore adopté s'explique par le fait qu'il n'y ait pas encore assez d'expertise sur le marché. Donc c'est plutôt des grands groupes ou les GAFA ou des grands acteurs qui vont l'avoir internalisé jusqu'en prod pour le moment. Mais c'est amené à se déployer et on va dire, à se démultiplier dans l'avenir avec le fait qu'il soit déployé directement dans le cloud et donc qu'il soit plus accessible. Donc je referme la parenthèse Kubernetes et je retourne sur mon exemple de projet de Liferay pour voir ce que nous avons mis en place. Donc nous avons toujours un guide qui versionne les sources, toujours un Jenkins qui est en charge de l'intégration continue et du déploiement, et du packaging. La différence dans les tâches de packaging sur ce projet, c'est que nous avons voulu packager Liferay dans une image Docker. Donc cela passe par un plugin Gradle que nous avons pu trouver, qui est fourni par la communauté, que nous avons juste eu à étendre un tout petit peu. Donc ce plugin commence par... Alors il se situe juste après la phase de build des binaires, et il prend la suite. Une première tâche consiste à écrire un Dockerfile, donc qui va être paramétrisé selon la version du projet, les différents nouveaux livrables qui peuvent se trouver sur le projet. Donc là, je vous ai mis un extrait d'instructions qui permettent d'écrire le Dockerfile. Une fois que ce Dockerfile est rédigé, le plugin va construire l'image associée à partir des binaires et de ce Dockerfile, puis le pousser sur un dépôt, puis pousser l'image sur un dépôt. Donc nous avons donc toutes nos images, que ce soit Liferay ou d'autres produits que nous pourrons récupérer sur le marché, disponibles sur un dépôt d'images, et ensuite accessibles par Kubernetes. Kubernetes va donc orchestrer nos déploiements, donc définir différents environnements et déployer ces images sous forme de containers. Donc nous allons pouvoir réaliser nos tests d'intégration finaux, mais également notre pré-production et nos productions directement sur des environnements gérés par Kubernetes. Donc dans cette architecture, c'est Docker et Kubernetes qui prennent le pas sur les opérations habituelles de déploiement et de packaging. Les serveurs applicatifs sont montés et décommissionnés à la demande, ce qui est beaucoup plus efficace. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on a une plus grande couche d'abstraction par rapport aux machines et aux VM habituelles. Et on a besoin d'une bonne connaissance de l'outil et aussi de son infrastructure, si on l'héberge en interne, pour pouvoir en tirer parti. Si on fait la synthèse de nos expériences sur ces différents projets, on peut identifier plusieurs gains qui nous permettent de convaincre vos équipes et vos clients de passer à certaines méthodologies agiles et a fortiori DevOps. Et on a également identifié certains freins récurrents qu'il faudra lever sur vos projets. Donc déjà quelques arguments pour les développeurs et les exploitants et finir de les convaincre. C'est qu'une fois qu'on a mis en place nos méthodes DevOps, on a des déploiements qui sont documentés par le code. Donc ça diminue beaucoup le temps passé à documenter vos différentes versions de déploiement et également le nombre d'erreurs qui pourraient s'y glisser ou d'oubli simplement, ou d'erreurs de lecture par la suite par les personnes en charge du déploiement. Ici, on a un code documenté, versionné, qui est plus lisible. On a des déploiements qui sont testables en amont, donc notamment avec ce qu'on a mis en place avec Ansible et le mode check, mais également pouvoir lancer des images, des containers Docker dès l'intégration, donc sur des environnements quasi identiques à ce qu'on va retrouver en pré-production et production. On va avoir des déploiements évidemment plus rapides et plus sûrs avec tout ce qui est automatisation, donc Ansible, Puppet, Chef, d'autres moteurs d'automatisation, et notamment Docker. Et Docker aussi qui permet d'accélérer ces déploiements. Pour vos clients, d'autres arguments. Vos features seront livrées plus rapidement. Donc là, je reboucle avec le premier argument qui a donné lieu à la création de DevOps. Vos exploitants sont directement, ont été intégrés à la boucle de mise en place du projet et ont donc été en relation avec vos développeurs. Ce qui fait que normalement, le rythme de livraison des différentes versions va être adossé à des process qui permettent aux exploitants de déployer aussi rapidement. Cela a plein d'avantages, notamment l'arrivée des versions plus vite sur des environnements disponibles pour les clients, donc la remontée de feedback plus rapide également, donc l'amélioration des futures versions. Et également, ça permet d'avoir des services plus stables, puisque vos équipes d'exploitants vont être beaucoup moins occupées à installer des versions successivement, peut-être à quelques jours d'intervalle.
l'automatisation va alléger leur charge de travail de ce côté-là et les rendre aussi plus confiants sur ces processus de déploiement. Quelques freins qui risquent d'être récurrents lorsque vous allez mettre en place DevOps sur des nouveaux projets ou des projets existants, c'est que les technologies et pratiques ne sont pas forcément connues et adoptées universellement pour le moment. Donc ça va être l'occasion de se former ou de lancer des projets pilotes pour tester ces méthodologies et ces outils avant de les dérouler sur des projets plus ambitieux. Plus votre projet sera ambitieux, plus vous aurez la chance d'avoir, le risque d'avoir des acteurs hétérogènes, des équipes de développement, de spécifications métiers, de tests, de déploiement et d'exploitation différentes, qui auront chacun leur mode de fonctionnement, leurs outils traditionnels et également leur engagement contractuel. Donc tout cela va mettre un peu de frein à la mise en place de méthodes. Il ne faut pas ignorer ces freins, plutôt les prendre en compte et mettre les gens autour de la table pour choisir ces meilleures méthodes. Et enfin, il va falloir mettre en place des objectifs clairs en amont du projet. Donc si vous avez besoin d'une application qui a des montées de version toutes les semaines, qui n'a jamais de rupture de service et qui est scalable à l'envie, tout cela va se discuter et il va y avoir des impacts sur votre chaîne de développement et de déploiement. Donc c'est en y intégrant les autres métiers dès le début que vous aurez des réponses efficaces à ces différents freins et que vous assurez vos objectifs. Nos retours sur DevOps et Liferay en particulier. Donc pour nous, Liferay est prêt à s'appliquer à toute votre méthodologie DevOps, notamment l'écosystème qui est facilement containerisé aujourd'hui, avec la disposition des images. Les livrables qui sont suffisamment standardisés avec les différents modules AGI et configurations AGI. On sait ce qu'on va livrer quand on livre du Liferay. Et des déploiements automatisables. Donc nous avons pu avoir un bon retour d'expérience sur Ansible. Liferay est assez simple à déployer de façon automatisée. Et enfin, une preuve de plus que Liferay est prêt au DevOps, c'est que Liferay propose depuis peu son service de PaaS, donc plateforme as a service, qui s'appelle Liferay DXP Cloud. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une présentation demain pour avoir plus de détails sur cette offre. Donc Liferay se propose de récupérer vos différentes sources, de les tester, de les déployer et de gérer tout l'hébergement ensuite et le monitoring. On aura plus de détails demain. Quelques autres points sur le DevOps que je n'ai pas le temps d'approfondir, mais que j'aimerais citer. Donc il y a d'autres outils, bien sûr, que nous n'avons pas pu mettre en œuvre pour le moment, et qui sont intéressants à considérer, notamment Puppet et Chef, pour tout ce qui est automatisation, en complément ou en remplacement d'Ansible. Terraform, qui propose l'infrastructure as a code, qui permet un autre paradigme pour décrire vos infrastructures et les rendre plus flexibles. Un petit focus sur le prochain mot à la mode, le DevSecOps, qu'on entend de plus en plus parler. Donc c'est l'intégration de tout ce qui est problématique et métier de la sécurité directement dans votre chaîne de développement et de déploiement. De la même façon qu'on a intégré les exploitants et les administrateurs système, il faut également intégrer vos problématiques de sécurité. Il est évident qu'avec le nombre d'applications qu'on déploie et la fréquence de montée de version, cette problématique de sécurité, elle est universelle et elle doit être prise en compte le plus en amont possible de vos développements. Et pas devenir une activité annexe qui est lancée après vos premières mises en prod, etc. Un petit point sur un prochain rendez-vous DevOps qui a lieu à Paris même la semaine prochaine, à la Cité des Sciences, qui est le DevOps Rex, avec une multitude de conférences sur tout plein de sujets DevOps, de présentation d'outils, de retours d'expérience qui seront beaucoup plus complémentaires que ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui et qui vaudront le coup de suivre, si vous êtes intéressé par le sujet. Merci pour votre attention.